Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Old Fashion sur 11e art. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de tir au but, un exercice dans lequel la France semble un petit peu éprouver quelques difficultés et c'est pas un euphémisme de dire ça. Il faut savoir que notre cher DTN français, le très discret Hubert Fournier, est donc monté au créneau après 2 finales de Coupe du Monde perdues en 2006 et en 2022 et aussi cette fameuse séance de tir au but à l'Euro 2021 contre la Suisse. Alors évidemment rien d'illogique après 3 grandes désillusions. Et pourtant, cette sortie n'a pas du tout plu à notre sélectionneur, notre cher Dédé, qui a jugé cette intervention humiliante en conférence de presse l'autre jour. Et forcément, vous le voyez arriver gros comme un Dimitri Payet de retour de trêve internationale. C'est mon ami Alex qui a souhaité revenir sur ce sujet-là et contredire factuellement Didier Deschamps en s'appuyant sur l'histoire. Ouais, salut Val, salut à tous. Alors vous l'avez compris, un old fashion un peu particulier, c'est plus un prétexte pour m'emporter contre Didier. Et il fallait se douter que ce genre de sortie allait pas du tout plaire à l'équipe de 11e art. On va essayer de démonter un peu les idées reçues les plus entendues pour prouver à notre ami Dédé qu'une séance réussie dépend de plein de facteurs. Je te propose de commencer tout de suite avec le pire argument qui ressort à chaque fois, les tirs au but, c'est la loterie. Drôle de loterie quand on sait tous les tenants psychologiques qui influent sur une séance de tir au but, avec comme premier acteur majeur le gardien de but. Justement, est-ce qu'on peut entrer dans l'aspect psychologique parce que justement l'histoire regorge d'exemples pour mettre en avant le rôle prépondérant du gardien. Ouais, on va faire une petite parenthèse avant ça. Je vais vous donner une évidence que tout le monde sait, mais qui je trouvais nécessaire de préciser. Et tu peux me répondre, Val, d'après toi, qui a le plus de pression pendant la séance? Bah, clairement le tireur, non? Ouais, on est d'accord, parce que s'il rate, c'est terrible. Et si le gardien, en fait, en arrête aucun, on part du postulat que c'est normal, sauf pour Hugo Lloris. Donc, la pression, elle est clairement sur les épaules du frappeur, et le gardien est là plus pour déstabiliser. Alors, on se rappelle d'exemples mythiques, on se rappelle de Landreau face à Ronny, qui avait ouvert tout son côté droit pour déstabiliser l'artiste. Et ça marche, il prend le génie au jeu, le génie étant Ronaldinho, qui pense feinter la feinte de Landreau et finit par se faire feinter lui-même. On a un autre exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, en Ligue 1, il n'y a pas si longtemps, autre génie brésilien Neymar face à un autre gardien français, Gauthier Larsonneur, même résultat. Et plus prodigieux encore, pour citer un troisième exemple, en 86, finale de la Coupe des clubs champions, Steaua Bucarest face au FC Barcelone, et le gardien du club roumain Helmut Dukadam qui entrera dans l'histoire en arrêtant 4 tirs au but. Ce que je veux juste te dire à travers ces exemples, c'est plus le gardien perturbe le frappeur, plus il essaye de rentrer dans sa tête et plus le frappeur a des chances de rater. Alors là, tu as donné des exemples, mais c'est pas des séances de tir au but à proprement parler, c'est juste un penalty qui est tiré. Est-ce que justement, c'est pas du ressort du coach tout ça? Complètement Val, mais si j'ai donné ces exemples, c'est aussi parce qu'il y a eu une préparation. Et quand Michael Landreau raconte ce penalty mythique, il sait que Ronny a l'habitude de frapper à cet endroit-là. L'arseneur, lui, à contrario, il sait que face à Neymar, il a une chance sur 100 de l'arrêter parce qu'il est face au meilleur tireur de la planète à ce moment-là. Donc il y a une préparation en amont et c'est ça qui nous intéresse. Alors, plutôt que de prendre ces cas isolés, on va réfléchir d'un point de vue historique et se poser la question, quel est le premier coach à avoir bossé les séances de tir au but? Et si on remonte dans le temps, on peut revenir à 1980 et un coach légendaire qui s'est intéressé au sujet, c'est évidemment l'illustre entraîneur du Dynamo Kiev, Valéry Lobanovski, qui est le premier à faire bosser les tirs au but avec un angle d'attaque original, tu vas voir. En fait, avant chaque match susceptible de finir au péno, il essaye à l'entraînement de reproduire des conditions de stress de l'événement. C'est-à-dire, il va par exemple demander à toute la structure du club, donc tous les jeunes,
de se mettre autour du stade et de mettre un boxon pas possible avec des fumiers, avec des chants, avec des insultes, avec des tambours, histoire de rajouter de la pression aux joueurs. Et il fait répéter la séance le plus possible pour qu'en fait les joueurs s'habituent à cette atmosphère nuisible. Et il va faire d'autres trucs. Il va par exemple faire gagner des jours de repos aux vainqueurs de la séance. Et ben le résultat paie, puisque à cette période de l'histoire, on observe que le Dynamo Kiev a des résultats meilleurs que les autres équipes au tir au but. Mais je comprends pas, je croyais que c'était pas possible. Didier Deschamps, il a dit que c'était pas possible de recréer les conditions de match. Est-ce que tu as d'autres exemples de préparation plus ancienne que ce qui se fait aujourd'hui? Ouais, alors j'ai une autre petite dinguerie qui est pas de l'ordre de la préparation, mais vous connaissez le championnat argentin qui a la fâcheuse tendance à modifier ses règles comme bon lui semble. Et ben là, ils vont partir d'un principe assez simple en vue de la Coupe du Monde 90 pour préparer tous les joueurs argentins à être en capacité de tirer un penalty. Et ben ils vont arrêter les matchs nuls en championnat. C'est-à-dire que sur la saison 88-89, à chaque fin de match, dès qu'il y aura un score de parité, séance de tir au but. Du coup, ça paraît un peu farfelu, mais on a une augmentation du nombre de séances de penalty de 9000%, parce que évidemment, on part de 0 à quasi pas tous les matchs, mais beaucoup de matchs. Donc les joueurs sont obligés de se préparer à ça, donc les coachs le bossent, et on observe un taux de conversion qui augmente. J'ai un contre-exemple pour faire preuve de ma bonne foi et qui est pas si vieux. C'était pour parler de Luis Enrique qui, vous vous rappelez, avant le mondial, il avait demandé à ce que chacun de ses joueurs ait tiré au moins 1000 penalties. Résultat, il se fait éliminer par le Maroc, trois tentatives ratées. Je vous la concède volontiers, hein, cette séance, mais je vois pas vraiment en quoi c'est mal de bosser un exercice. Moi, je vois surtout une belle bande de haters en train de jubiler dans leur coin, du genre « Hein, les bouffons, ils ont travaillé, ils ont raté ». Bref, c'est un peu pathétique. Ouais, on comprend bien l'approche, en tout cas des années 80-90, mais tout ça ne sonne pas très scientifique, si je peux me permettre, Alex. Du coup, concrètement, est-ce que tu as des infos scientifiques à nous donner par rapport aux séances de tir au but? Alors, on va partir de stats. 90%, c'est le taux de penalty converti à l'entraînement. Il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Moi, j'ai essayé de vous faire une sorte de moyenne des statistiques parce que c'est dur de mettre tous les scientifiques d'accord. En match, on passe à 77% de taux de réussite. Et là, on se base juste sur les 4 grands championnats européens, plus la France. Je fais la distinction pour faire un hommage à Johan Crochet, qui est dans l'After et qui participe à la revue de l'After. Ça a permis de faire une petite dédicace au COMEX. Et la question, du coup, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête du tireur? Et là, c'est carrément des neurologues qui sont allés observer des séances de tir au but. Ils ont posé des électrodes. Enfin, je sais pas trop comment ils ont bossé précisément. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y a 2 zones différentes du cerveau qui peuvent s'activer. Et en fonction des zones qui vont s'activer, bah, le résultat sera complètement différent. Soit c'est le cortex moteur qui s'active. Donc le cortex moteur, c'est celui qui est responsable de la planification et de l'exécution des mouvements du corps. C'est en C'est gros celui une qui marche sorte... plus chez toi? Ouais, c'est ça. C'est celui qui fait que je me pisse dessus, tu vois. Il y a un truc où là, le corps, il est plus du tout en pilotage automatique, quoi. Il y a plus de contrôle, il y a plus rien qui tient. Bah, il n'empêche que l'idée de répéter l'exercice en boucle et en boucle, ça veut dire que au moment de la frappe, c'est le cortex moteur qui s'active et du coup, on fait abstraction de la pression et on exécute un geste. Donc, on minimise les risques. Soit et là, c'est là que ça peut entraîner un échec. C'est le cortex préfrontal qui entre en action et lui, c'est celui qui est lié à la réflexion à long terme. En gros, on a 2 zones du cerveau qui s'activent pour 2 résultats différents et vous avez bien compris que lorsque c'est le cortex préfrontal, donc la réflexion à long terme, qui s'immisce dans l'esprit du frappeur, c'est mal engagé. Ça suppose que le geste qui va en découler, il n'est pas automatisé, qu'il a trop réfléchi et donc il est soumis à une part d'erreur. Et ça permet d'ouvrir une petite parenthèse et de rendre un hommage appuyé à notre idole à tous, je pense, hein, je dis pas de bêtises en disant ça, mais ça rend encore plus ouf le penalty de Zidane contre l'Italie en 2006 parce qu'il n'a pas frappé avec son cortex cérébral, il n'a pas frappé avec son corps, il a frappé avec son cerveau. Eh ben, merci beaucoup pour cette explication très scientifique. Du coup, comment on conditionne notre cerveau pour passer en mode automatique? Et ben ça se travaille également. Préparateur mental pour la gestion des émotions et du stress. Mise en place d'une routine de performance avec des techniques de relaxation et surtout un bon dialogue interne. Mais ça s'arrête pas là. Une fois que ton cerveau est OK, il existe d'autres solutions pour arriver à la qualif. Je vais donc vous citer 2 exemples précis avec en premier lieu l'Angleterre de notre cher ami Gareth Southgate. Et comme ton format court est parfaitement écrit, j'ai une relance toute préparée, donc je me permets de faire un petit point de contexte, puisque depuis 1990, pardon, l'Angleterre s'est fait sortir donc 6 fois en séance de tir au but, que ce soit Euro et Coupe du monde confondus. Et justement, tu vas donner un exemple où l'Angleterre est opposée à la Colombie, un partout, au bout des 120 minutes de temps de jeu, et là les pénaltys.
Ouais, il est pas si bien écrit parce que j'ai oublié de préciser que c'était en 2018, mais c'est Voilà. exactement ça. Je vous laisse imaginer la pression de malade qu'il y a sur les épaules des Anglais. Évidemment, ils vont se qualifier, mais la question c'est comment a fait Gareth Southgate. Alors, je suis toujours pas fan de son travail, mais on a quand même le droit de mettre en avant des choses qu'il a fait de bien. Premier axe de travail, la base, entraînement et analyse des tireurs et gardiens adverses. Où est-ce qu'ils ont l'habitude de tirer, comment les habitudes du gardien. Deuxième axe de travail, entraînement en conditions se rapprochant du match. Encore une fois, on parle donc les joueurs partent de la ligne médiane et marchent jusqu'au point de penalty. Le coach demande au mec du stade de balancer du son à fond dans les enceintes pour perturber les tireurs. Troisième axe de travail, une prépa mentale avec des tests psy pour repérer les joueurs les plus susceptibles de craquer. Quatrième axe, et là on commence à entrer dans quelque chose que je trouve très intéressant. En fait, ils sont allés utiliser le travail d'un Norvégien qui s'appelle Geir Jordet. Je suis désolé si je le prononce pas bien. C'est un psychologue du sport qui a étudié toutes les séances de tir au but en Coupe du Monde entre 76 et 2010, et il s'est rendu compte que les Anglais étaient ceux qui prenaient le moins de temps pour s'élancer. Alors notez bien ce petit détail parce qu'on va y revenir plus tard en parlant d'Arteta. Et le dernier axe de travail, Val, je pense qu'il va te surprendre, ou tu étais peut-être déjà au courant, mais ils vont improviser en fait des parties de mini-golf un peu façon Lobanovski à l'hôtel. Et en fait, à chaque fois qu'un mec de l'équipe doit putter, il faut que toute l'équipe se mette autour et lui insulte sa grand-mère. Ok. Comme nous avec les parties de bière pong, j'ai l'impression. T'as un exemple en club du coup? Ouais, plus récemment, je vous propose d'aller vers un autre club habitué de la loose, Arsenal. Je vous rappelle quand même qu'avant cette qualification contre Porto, les Gunners n'avaient plus atteint les quarts de finale depuis 14 ans. Et bah, quand est arrivée la séance de tir au but, il y a peu de gens qui auraient misé sur eux, Flo Liska le premier. Et pourtant, il s'est passé l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. Ils ont fait preuve d'un mental très solide. Alors comment? Pour ça, je vous encourage évidemment à aller voir le super travail de Pied Carré qui a décrypté sur Twitter avec stats à l'appui cette séance, mais je vais vous donner les moments les plus savoureux. Arsenal remporte le toss et choisit de tirer en premier. À ce moment-là, il faut savoir que remporter le toss, évidemment, c'est le hasard complet, mais frapper en premier, ça augmente entre 10 à 20% ses chances de se qualifier, encore une fois selon plusieurs études. Donc évidemment, les Gunners choisissent de tirer en premier. C'est Odegaard qui s'avance, le meilleur joueur de l'équipe. Il frappe ras du poteau à mi-hauteur et il harangue la foule. Premier point hyper important, c'est pas juste il lève le bras pour célébrer, il met la pression à l'équipe adverse, il demande au public d'entrer dans la séance avec les joueurs. Ouais, d'ailleurs, juste au passage, on peut rappeler que c'est statistiquement plus sûr de faire tirer son meilleur joueur en premier plutôt que de le mettre en cinquième pour mettre l'équipe en confiance, justement. Ouais, et on peut tourner la phrase à l'envers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'être le cinquième et dernier tireur, ça augmente les risques d'échec. On revient à la routine et on va passer du côté de Raya, le gardien. Il avait exulté de la même manière, vous pourrez voir sur les vidéos, il avait exulté de la même manière qu'Odegaard sur le premier tir. Et ben là, c'est lui qui va donner le ballon, qui va passer le ballon à Declan Rice pour que le tireur reste dans sa bulle, qu'il soit dans les meilleures dispositions. Donc on revient à ce que disait notre ami psy norvégien, c'est que le temps de préparation, il joue un rôle hyper important. Il faut lui laisser le temps de souffler, de faire le vide dans sa tête, d'entrer dans sa routine, etc. Et ça réussit à Declan Rice. Ensuite, on rentre dans le jeu avec le gardien. La gestion de l'émotion, le fait de plonger, de rester au milieu. Et là, il y a une stat qui m'a assez troublé, c'est qu'en fait, statistiquement, c'est plus intéressant pour un gardien de rester au milieu pendant toute la séance de tir au but. En fait, il a plus de chances d'arrêter des pénaux parce que 23% des tireurs tirent au milieu. Il a plus de chances d'arrêter des pénaux en restant au milieu. Pourquoi il ne le fait pas? Ça aussi, ça a été théorisé. Ça s'appelle la théorie de la norme. Et en fait, ça implique qu'un but marqué provoque des sentiments plus négatifs pour le gardien après une inaction qu'après une action. En gros, le mec s'en veut de ne pas avoir sauté, donc il préfère sauter même s'il sait qu'il a moins de chances de l'arrêter. Bref, je vous ai fait un petit panel assez large et pas trop... j'ai essayé d'aller un peu dans tous les sens. Tout ça pour dire que il existe plein de manières de bosser les pénaux. Il y a plein de sources auxquelles il faut s'intéresser. CQFD Didier, les pénaltys, il faut les bosser. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, quand on écoute la réponse de Didier Deschamps à cette question en interview l'autre jour, on est quand même sur un vide abyssal de réponses et d'arguments.
qui laisse témoigner que a priori son positionnement n'est pas le bon et n'est pas viable à moyen terme, voire même à long terme, et que les pénaltys, ce n'est absolument pas la loterie. Merci beaucoup Alex pour ce super format court sur lequel on aura appris plein de trucs, et je salue moi aussi le travail de Pied Carré, que j'invite tout le monde à aller suivre sur Twitter parce que le trade est vraiment super, stats à l'appui et données scientifiques à l'appui, donc je vous incite tous à aller là-dessus. En attendant, restez connectés sur 11e art. Nous, on se retrouve très bientôt avec plein de nouveaux épisodes. D'ici là, pensez à liker, vous abonner, partager et tous les mots en « et » qui existent. Merci à tous, ciao ciao.